Merci. Merci tout le monde. Merci Karen. Bienvenue. Merci de s'être joint à nous. J'ai eu le grand plaisir d'être le PDG de l'Association des infirmiers et infirmières du Canada. Et à chaque occasion que j'ai de le dire, ça fait plaisir de dire que c'est le meilleur travail que j'ai eu dans toute ma carrière. Puisque je suis âgé, plus âgé, dis-je. Les gens disent 60, c'est pas âgé. Demandez à un jeune de 30 ans si 60, c'est vieux. Oui. Ça dépend de là où vous vous situez. Et puisque c'est peut-être mon dernier travail de ce genre, c'est bien que le dernier, c'est un beau travail. C'est un honneur de détenir un poste que uniquement 11 autres personnes ont détenu depuis notre formation il y a plus de 100 ans. Et malgré tous nos défis dans les soins infirmiers, j'ai aimé les soins infirmiers toute ma vie. Alors, je suis vraiment heureux d'en parler. Et bien sûr, il y a des journées. Il voulait me mettre une fourchette dans ma tête et terminer, mais la carrière même, je n'ai jamais pris de recul. Et j'ai voulu être un chirurgien toute ma vie. Ma grand-mère était directrice de soins infirmiers. Elle nous a porté à l'hôpital pour rencontrer des gens. Anciennement, est-ce qu'on pourrait rentrer dans une salle d'urgence, ainsi de suite. Ça, c'est au début des années 60. Et ça me fascinait de ce qui arrivait derrière les portes de salle d'opération. J'ai dit, je vais être un chirurgien. Et à ce moment, à l'école secondaire, mes amis, la mère de son, j'étais aide infirmier et je suis allé au service d'urgence pour la première fois. C'est là où j'étais assigné. Je pensais que c'était très important parce que je travaillais à la salle d'urgence. Un jeune de 18 ans, qu'est-ce que j'allais faire? Mais je me suis senti très important lorsque je suis entré et peut-être après 1 heure, j'ai dit, Seigneur, toute ma carrière, c'est la mauvaise chose. Je regardais ce que ces femmes faisaient et j'ai pensé, ça me fascinait. Et je n'ai jamais pensé à la médecine de nouveau à compter de ce moment-là. Alors, j'arrive à table, pas pour l'être, pour réparer tous les problèmes de la province ou de l'améliorer, mais franchement, c'est comme quelqu'un qui adore sa carrière. Il me fait plaisir d'en parler. Bon, voilà la mauvaise direction. Maintenant, vous allez voir mes défis. Parce que moi, je ne peux pas les voir et ce n'est pas fixé à ceci. Alors, je dois faire une chose, c'est faire 2 boutons. Vous voyez comment difficile ça va être sur la prochaine heure. Je vais protéger vos oreilles et je vais parler pour la plupart en anglais because my French was learned at the... Parce que mon français, c'était appris d'un ami et une de les années 50-60, une période très élevée lorsque c'est une combinaison d'anglais, de français et de jurons, et ainsi de suite. Alors mon français, c'est maudit en français. On ne peut pas le répéter lorsqu'on a été enregistré, surtout. Alors, principalement, je vais parler anglais et la plupart de mes stats sont traduits. Ça fait plaisir d'apporter des salutations de le conseil d'administration. Je suis à l'AIC depuis plusieurs années. Je n'ai jamais vu un conseil comme nous l'avons maintenant. Intelligent, fort, courageux. Et bien sûr, une de nos grands chefs de file, Karen, qui est ici aujourd'hui. Et vous voyez Karen, vous pourrez la voir si j'avais posé mes propres directives. Bon. Seigneur. Il y a quelqu'un qui voudrait me discipliner de dire que la droite n'est pas sur l'écran. Bon. Non, la droite, ça ne fonctionne pas, là. John. Je pense que je t'ai bien touché, là. Ça change sur un côté. Il y a de l'espoir, dis-moi. Regardez ce côté-ci. Arrêtez d'avancer. Non, je dois reculer. Bon. Bon. On revient. Prétendez que vous n'avez pas vu ça, là. On va reprendre à nouveau. Est-ce qu'on va laisser maintenant, John? La technologie, franchement. Bon, regardez ce côté-là. Voilà le conseil d'administration. Et à droite extrême, le monsieur à la plus droite, c'est Tim Guest, qui est le président désigné. Il vient de la Nouvelle-Écosse. Alors, pour la première fois depuis un certain temps, on a un président du côté Est. Ensemble, c'était de l'Ontario et de l'Ouest, pas depuis longtemps. Alors, vous allez avoir beaucoup de temps pour rencontrer Tim dans les années à venir, je suis convaincu. Est-ce que ça va, là? Bon, voilà, celui-là. Ce côté-là, ça ne va pas toujours. Bon. Et voici certains de mon personnel est dans la salle d'honneur, au bloc central, à la colline parlementaire, où nous passons beaucoup de temps pendant le travail. Je pense que c'est une de nos journées de faire de lobbying. À droite extrême, vous allez voir le Dr. Claire Bett, qui est présidente actuelle de l'AIC à l'heure actuelle. À compter d'hier soir, m'a demandé d'apporter ses salutations, d'envoyer ses regrets qu'il ne puisse être avec vous. On essaie d'avoir Tim ou Claire de se joindre à nous, mais comme nous avons tendance à le faire, nous divisons des tâches. Nous sommes dans différentes parties du pays à faire différentes choses la même journée.
Bon, c'est celui-ci. Bon. Alors, il y a quelques thèmes qui se répètent, qui sont récurrents avant de passer dans ce que Laurie, son équipe m'a demandé de faire. Il y en a qui sont ici. Premièrement, nous savons que les Canadiens ont de très hautes attentes du soin de système de santé à travers le pays, ou du système de soins de santé, parce qu'il y en avait 14 ou plus, mais 13 compétences, plus le fédéral, et les prisons, les soins, ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs différents systèmes de soins de santé. Les Canadiens s'attendent à ce qu'ils soient fantastiques. Et ils nous disent que ce sondage s'était fait avant l'élection de Trudeau en 2015, mais il n'y a aucune éducation n'a changé beaucoup. C'est qu'ils savent que leurs attentes, parfois, ne sont même pas réalistes. Ils s'attendent juste à ce que ce soit formidable, plus qu'ils s'attendent que l'éducation soit formidable ou les routes soient formidables. Ils veulent que les soins de santé soient fantastiques, réagissant, apportez-moi à temps, ne me faites pas mal, tout ce genre de choses qu'on voudrait. Ici, au Nouveau-Brunswick, comme vous allez le savoir, selon les sondages émis depuis les soins de santé, c'est la première préoccupation dans la liste des préoccupations. Et d'habitude, dans les trois plus grandes préoccupations, il y en a qui disent c'est l'économie, les emplois, ainsi de suite, mais c'est presque toujours dans les trois premiers. Alors, de fortes attentes lorsqu'on sonde le public, les infirmiers et infirmières vont faire quelque chose pour aider à transformer le système de soins de santé pour l'améliorer. Et avec cela, je veux dire, réalité de faire des choses. Pas juste s'angoisser d'en parler, mais de sortir, de faire avancer des politiques, d'aider à créer des mesures législatives. Et si vous regardez là où nous trouvons et à qui s'attendent de faire cela, ils s'attendent de cela des fournisseurs de santé que des politiciens. Alors, je pense qu'ils savent que les politiciens ont des bonnes intentions. Et je crois qu'ils sont de bonnes intentions, mais d'habitude, ce ne sont pas des gens qui travaillent dans le domaine des soins de santé. Peut-être qu'ils ont été vendeurs automobiles, auparavant pêcheurs. On ne sait pas ce qu'ils étaient lorsqu'ils sont nommés pour être le ministre. Ils ont besoin de très bons conseils. Ça fait partie du travail des associations professionnelles, bien sûr. Laissez-moi. Et bien sûr, comme ça dit au bal, est-ce que ça bouge? Oui, ils s'attendent à ça également, qu'on offre beaucoup de bons soins. Alors, je suis toujours conscient que les attentes que l'on place sur le dos des infirmiers et infirmières sont très élevées. Faites beaucoup de soins, mais tout le monde qui travaille très fort dans chaque emploi, mais travaillez fort, offrir de bons soins, soyez attentifs, soyez patients, axez sur le patient. Et lorsque tout cela s'est fait, faire la défense des comités conjoints, joignez-vous à des associations professionnelles, c'est beaucoup à demander. Et nous savons cela. Comme bon anglican, mais prions, prions, ça ne marche pas de ce côté-ci, mais ça marche. Il y a deux secondes de retard. C'est comme l'histoire de ma vie. Là. Un autre message que l'on veut, c'est de James Turber. Un des emplois que j'ai à l'AIC, c'est une des responsabilités que j'ai, c'est de faire ces choses, juste pour être conscient. Nous ne pouvons pas nous permettre de passer beaucoup de temps à se tourner vers le passé parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été faites que l'on n'aime pas ou qu'on aurait changé différemment depuis 100 ans. Il faut en être conscient. Mais quelqu'un a dit à propos de se tourner vers l'avant, à regarder vers l'avant. Je pensais à la consoeur Elizabeth Taylor. Dans le Dory, on se garde les yeux sur la côte, mais on va toujours dans l'autre direction. Mais garder une distance assez sécuritaire, le fait de pouvoir la côte et d'en apprendre, mais il faut avancer quand même. Alors, mon travail, particulièrement, dans un environnement qui change rapidement, l'AIC change beaucoup, c'est pas d'effrayer le personnel tous les jours, mais si je m'inquiétais, j'avais peur, je m'inquiétais, ce serait pas très utile pour gérer un organisme, ce serait pas utile pour vous. Vous êtes tous des membres, la plupart de vous êtes membres, mais plutôt c'est de regarder autour, penser à ce qui arrive pour l'avenir, où peut-on intervenir pour améliorer la situation et tirer avantage des bons temps, ainsi de suite. Et l'autre message est celui-ci. Et ça paraît peut-être évident, c'est tous entendu qu'on ne peut pas avoir de résultats à faire la même chose, mais c'est vrai. Et nous avons un peu d'histoire de revenir à la forme, c'est-à-dire, en général, de répéter ce qu'on a fait auparavant. Et on le répète toujours dans les soins hospitaliers. On le sait depuis les années 70, avec de bonnes preuves, que la meilleure chose, c'est de garder la plupart des gens hors des hôpitaux et d'avoir un différent genre de soins, système de soins de santé. On a des systèmes qui sont très axés sur les hôpitaux parce qu'on peut faire quelque chose. Et on dit toujours la fluorure dans le pâte dentifrice, dans l'eau, même tout cas. Et c'est ennuyant, mais ça fonctionne. Il faut juste quelques générations. Et qui se préoccupe si vos dents tombent dans 14 ans? Moi, je ne suis pas élu à ce moment-là, mais je peux acheter un hélicoptère dans les 2 prochaines années
d'y avoir un système de traumatisme qui fonctionne. Et le gouvernement retourne. On ne sait pas que si d'autres seigneurs bâtissent un hôpital. Mettez des murs et quelque chose de bon va arriver. Mais nous savons maintenant qu'il y a peut-être d'autres façons dont on pourrait faire les choses différemment. Nous allons parler de certains de ces points aujourd'hui. Oui, c'est nouveau. Bon. Laurie et son équipe m'avaient demandé des tendances générales dans le monde, et ce à quoi il faut porter attention. Nous y portons attention à l'AIC. On doit dans tous les soins infirmiers. Quel genre de système de soins de santé il nous faut? Quel genre de soins infirmiers il nous faut? On vous demandez cela aussi pendant la journée. À quoi devrait ça ressembler au Nouveau-Brunswick en 2025? Peu importe, dans 100 ans. Mais même dans 5 ans, qu'est-ce qui devrait être différent pour répondre aux besoins de la population? Comment on peut faire? Quel genre de structures doivent être en place? C'est de cela dont on va parler. Bon, on est sur la bonne piste. Bon. Alors, certaines des tendances dans le monde sont bien connues aujourd'hui, et je ne vais pas abattre, nous vieillissons tous rapidement, et aucun endroit plus rapidement qu'au Nouveau-Brunswick, selon ce qu'on me dit. On regarde à travers le pays. La population la plus vieillissante, mais c'est partout. Je vis dans un petit village agricole. Je dis, il y a les jeunes qui s'en vont et ils reviennent pour Noël, ils ne reviennent pas pour y travailler. Ils bâtir des maisons, parce que c'est assez près d'Ottawa, ou là où j'habite. Il y a un peu des infirmiers, de médecins plus riches qui bâtissent des maisons dans la campagne, mais principalement, c'est beaucoup de personnes plus âgées. Et le Canada est un des 13 pays qui s'est appelé une population super vieillissante d'ici 2020. Est-ce que vous connaissez ça, ce terme-là? Super vieillissant. C'est là où 20 de la population au plus a plus de 65 ans. Alors, ça, c'est plusieurs personnes. Et au cas où vous n'avez pas ce diapason, 2020, c'est dans 18 mois, ça. Ce n'est pas comme dans 100 ans. C'est plus une théorie. Là. Comment on va s'occuper de ces gens? Comment on va s'occuper d'eux? C'est une question intéressante. L'étude de McGill est ressortie il y a 2 ou 3 semaines. Disait que le plus grand défi à s'occuper des personnes qui vieillissent, c'est quoi? S'occuper de ce groupe super vieillissant. Vous êtes tous des infirmiers et infirmières? Aucun essai? Aucun. Qui va s'occuper d'eux? C'en est un, mais vous savez ce qu'ils ont conclu. Comment est-ce qu'on va les conduire partout, là, gauche à droite? Ça, c'était le plus grand problème logistique. Comment est-ce qu'on les déplace? Lorsqu'il y a des millions, ils ne peuvent plus conduire. Ils doivent se rendre à des rendez-vous chez l'épicerie. Alors, à part d'Amazon qui arrive et offre qui ferait peut-être la partie, et des drones qui offrent des drones qui veulent apporter vos médicaments chez vous. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils peuvent le faire dans 1 heure plutôt que dans 2 jours. Ça, c'est vraiment problématique. Et là où j'habite, dans le milieu de terres agricoles en Ontario, j'y pense pour moi-même. Moi, je ne pourrais plus vivre ici. Parce que comment est-ce que je vais obtenir ou quoi que ce soit? Eh bien, je ne suis pas tellement loin. Je vais perdre mon permis de conduire. C'est trop dangereux pour moi de conduire. Je ne peux plus conduire la nuit. Et j'ai que 60 ans. Bon, c'est une confession. Là. Bon, le vieillissement, c'était problématique. Et le compagnon du vieillissement, bien sûr, c'est la maladie chronique. Et nous en avons beaucoup de cela. Et le plus de cela, vous avez le plus de médicaments que vous utilisez. Le plus de médicaments que vous utilisez, le plus de temps vous allez avoir des médecins à l'urgence. Le plus que vous allez à l'urgence, le plus d'admissions que vous avez. Et nous savons qu'au moment de 70 ou 75 ans, vous avez 3 ou plus de ces maladies chroniques qu'on connaît à la polypharmacie, et ainsi de suite. Alors, voilà, ça, on pousse toujours pour reculer, afin que l'on empêche ces maladies chroniques de se produire, afin que les gens prennent moins de médicaments. Et moins de cela, ça va se dérouler à chaque minute que vous dépassez une installation patient interne. C'est ce qui coûte le plus dans le système. Et là, si on peut garder les gens hors de là, c'est très bien. Si on peut les garder hors des salles d'urgence, c'est encore mieux. Parce que nous savons, lorsqu'elle les prend, une salle d'urgence, des fois, il y a même pour une visite, ils ne sont plus les mêmes lorsqu'ils vont retourner. Ils ne récupèrent jamais autant que les jeunes se récupèrent. J'ai un ami dont le jeune était tombé d'une fenêtre de 3e étage à Vancouver. C'est comme une balle. Oui, il s'est relevé tout de suite. Bon, il avait mal un peu partout. Il y a des échymoses partout, mais c'était correct. Moi, si je tombais d'ici, moi, je serais mort. J'aurais la hanche cassée si je tombais juste d'ici. Là. Mais c'est la réalité, c'est que c'est comme ça. Les jeunes, ça rebondit sur les personnes plus âgées, sans pire. Il ne faut pas les transférer. Et nous avons des problèmes avec les maladies transmissibles qu'on pensait avoir mis de côté. Il y en a, c'est parce qu'on a des personnes qui pensent que les vaccins ne fonctionnent pas. Mais de toute façon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Là. Je vais en parler toute la journée, mais si vous regardez les cartes de maladies transmissibles qui ont eu des vaccins, ils arrêtent la carte de chaleur, la baisse, l'intensité du nombre de cas dans les provinces où les
les États. On peut regarder le bleu jusqu'en 1955, lorsqu'on devait avoir un vaccin pour l'école secondaire. Blanc, il n'y a rien, il n'y a aucune de ces maladies, peu importe pourquoi les vaccins. Et la rubella, ainsi de suite, la rougeole, ainsi de suite. Mais on a des gens maintenant. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec les vaccins. Et maintenant, on a comme 49 à 50 000 cas en Europe cette année. Et combien décèdent? 2 décèdent. De toute façon. Et on a bien sûr le SRAS, la peur du SRAS, en 2009. C'est quoi? J'ai demandé ça, c'est 2009, ça. Et ensuite, le Ebola. Et moi, je fais partie du comité consultatif sur les médecins et hygiénistes en chef, pas dans mon rôle, pas parce que je suis tellement bien, mais M. PDG est toujours là. Et vous savez, ça, c'est une préoccupation sérieuse. Qu'est-ce qu'on va faire collectivement si les gens commencent? Qu'est-ce qu'on va faire s'il y a vraiment une sortie de H1N1? Et nous sommes à 100 ans de la grippe espagnole, où des millions et des millions, un cinquième de la population dans certains pays décédent. Et franchement, nous n'avons pas de meilleure façon de contrôler qu'on avait à ce temps-là. Alors, les maladies transmissibles, ce n'est pas aussi abattu qu'on le pensait. Il y en a comme le VIH. Grâce à Dieu, on a une maladie chronique lorsque les gens auraient décédé, mais c'est une maladie transmissible, c'est toujours problématique. Et le changement climatique et que la chaleur monte plus vers le nord, il y a différentes maladies qui vont l'accompagner, cette chaleur. Les maladies chroniques et le vieillissement, ou les soins pour la maladie chronique et le vieillissement, menacent de faire couler les systèmes qui sont structurés pour réagir à des soins de santé actifs et la guérison, le répit de la guérison. Et je ne vais pas donner des exemples, mais je l'ai vu tellement souvent avec mon pauvre mère qui est décédée en 2015 après 2 ans d'une lutte contre la démence après un AVC. Et à chaque fois que papa pétait du mauvais côté, il l'a porté à l'urgence. Alors, premièrement, il y a cela. Alors, pourquoi est-ce que les infirmières immatriculées qui sont capables de transférer une personne âgée à l'urgence pour des choses mineures? Papa tombait de son fauteuil roulant assez souvent parce qu'il était actif. Alors, le fauteuil roulant, plus élevé, comment dommage j'allais faire? Tombe sur le plancher, même s'il avait une petite coupure sur la tête. C'est des cancers avancés qu'il n'a pas traités, la démence depuis 2 ans. Bon. Et comme ça, lui aurait pensé qu'il était sur l'équipe olympique à chaque fois, qu'il avait une petite chose qui ne marchait pas avec lui. Moi, il allait à l'urgence avec beaucoup de paramédicaux. Il avait dit, Seigneur. Alors, à la veille de Noël, je vais à l'urgence et voilà papa. Elle dit, bouge le fils, regarde les lumières, celui cher, parle au fil, parce qu'il marchait près de lui, tout ça. Il y a une petite coupure ici, et quelqu'un te téléphone. Le médecin est au téléphone. On enregistre ceci, là. Je viens de réaliser. Un médecin est au téléphone, a téléphoné un autre médecin dans un hôpital tertiaire principal qu'on ne nommera pas à propos d'une consultation neurologique. Alors, c'est un bon jeune homme, un médecin, et je l'ai pris côté, j'ai dit arrête. Arrête. Juste, fais une petite point de suture et redonne-le à moi. Moi, je vais le rapporter au foyer de soins. Il n'y a rien de mal avec lui. Qu'est-ce que vous allez faire? Si ça saigne, on ne va pas consentir à la neurochirurgie. C'est ça. On n'a besoin d'aucun traitement, aucun traitement avancé. C'est parce que la salle d'urgence réagit de la même façon pour tout le monde. C'est pourquoi il y a des attentes de 7 heures. Tout le monde est dans une terreur. C'est une urgence qui doit être guérie dans 3 minutes. Alors que vous pourriez avoir une infirmière de ce côté-là de la porte qui apporte ces gens-là. Et alors, lui, il a une fracture d'un doigt et on peut toutes les traiter. On sait exactement ce qui a besoin d'être fait. Alors, et que les médecins s'occupent des gens qui sont vraiment malades. La plus grande densité des traumatismes, des troubles cardiaques et tout cela. Alors, ensuite, on surveille. Bon, il a eu une attaque de cœur. Alors, s'il a une pierre sur les reins et tout, eh bien, ils sont là avec tout le reste de mon père et tous les autres qui attendent. Alors, on n'a pas pu gérer et s'ajuster à la réalité de la population qui est là et quels sont les besoins. Parfois, c'est juste des soins ou des soins de longue durée. Ceux qui travaillent dans les soins de longue durée, que Dieu vous bénisse. Lorsqu'il y a des besoins de transfert, comme mon père, c'était de déshydratation, constipation, infection des poumons. Alors, je pouvais les déceler. C'est pas tellement compliqué. Et les infirmières peuvent faire cela
si on enlève la réglementation on leur permet de faire l'accès aux soins de longue durée, c'est problématique à travers tout le pays. Et aux soins à domicile sont problématiques et la plupart des gens bénéficieraient de bons soins palliatifs et de fin de vie, mais décèdent avant d'y avoir eu accès. Encore une fois, alors, c'est pas que ça ne fait pas la différence, mais il faut le service approprié, quoi. On a peut-être des procédures de non-réanimation, de non-traitement, et il y en a qui sont terrifiés, ne peuvent pas endurer ces douleurs. Mais probablement qu'on pourrait faire quelque chose, prodiguer ces soins de meilleure façon. Voici un autre problème que nous connaissons tous. J'ai besoin du son pour ceci. La bande sonore, s'il vous plaît. On ne peut pas l'entendre, John. Comment est-ce qu'une machine peut donner des messages? Il y a une version américaine, mais ça, c'est celle britannique, l'original. Alors, mon ami Joe Bren est un infirmier. Il a écrit cette série. C'est très réaliste des soins prodigués dans un plancher. C'est un hôpital général et c'est brillant comme épisode. Alors, c'est censé être un peu drôle, mais ça parle au plus grand dossier qui nous inquiète, c'est-à-dire la sécurité et la qualité des soins prodigués aux patients. Alors, voyons si on peut avoir ces diapos d'aligner à nouveau. Je ne pense pas ils ne sont pas synchronisés, John. Ils sont? Bon, mais gardez-moi en ligne, alors. On a des inquiétudes sérieuses quant à la sécurité et la qualité des services aux patients. Dans tout le système, on s'y attaque depuis au moins 20 ans, intensivement depuis 15 ans, et les problèmes se poursuivent. On n'a pas pu régler tout cela. Les instituts de sécurité, les instituts de qualité, ils concentrent beaucoup là-dessus dans les hôpitaux à travers le pays. Mais beaucoup des résultats sont toujours des inquiétudes sérieuses. En voici une. Je vais simplement utiliser celui-ci. Sur n'importe quelle journée, plus de 1600 hôpitaux de lits à travers le pays sont occupés par des patients qui souffrent des douleurs et des torts et des blessures, avec un séjour prolongé à l'hôpital. Alors, ça donne au-dessus d'un demi-million de journées hospitalisées par année. Ajouter les 5600 des lits en soins pour soins prolongés, ensuite des soins palliatifs. Plus de 7000 lits par jour qui sont utilisés par des gens qui n'ont pas besoin d'être là à l'hôpital parce qu'on a un système hospitalier et on n'a pas tous les autres volets qui ont besoin d'être là. Tous ces soins de longue durée, on ne sait pas garder au pas avec les tendances dans la société dont on vient de parler, par exemple. On parle beaucoup de services à domicile pour ces patients, mais je peux vous dire, encore une fois, pour revenir à l'exemple, si je devais donner des soins à domicile à mon père, j'aurais dû me prendre ma retraite et rester avec lui 24 heures sur 24. Alors, il ne faisait pas de dommages, mais il aurait pu se blesser, c'est moi, faire ses toilettes et tout ça. C'est ça la réalité. Et ça, c'est pour ceux qui sont autonomes. C'est bien pour les services à domicile. Alors, il y a d'autres façons ils sont dans les hôpitaux, en l'absence de soins de longue durée appropriés. Ils sont là dans des séjours prolongés à l'hôpital. Et il y a le nombre de personnes qui ne survivent pas. Et comme Chris le dit, on a une chaque 17 minutes qui meurt à chaque minute au Canada à cause d'événements adverses durant les soins aigus à l'hôpital.
Si Air Canada perdait une personne à chaque 17 minutes, on fermerait la compagnie tout de suite. Il y a quelque chose qui marche mal. Alors, à toutes les fois qu'un 747 s'écrase, ils arrêtent tout vol pour trouver la cause. Alors, ici, on ne peut pas fermer les hôpitaux. Alors, c'est 17... à chaque 17 minutes, il y a quelqu'un qui meurt. Les résultats probables n'ont pas été améliorés et ont fait tort à beaucoup de gens. Alors, on ne va pas travailler en disant, mais qui est-ce que je peux déranger aujourd'hui dans mes soins? Bon, où est-ce que je suis rendu? On a parlé un petit peu plus tôt quant aux facteurs socio-économiques et les attentions à d'autres volets de ce qui nous rend en santé. Ça, c'est la plupart. Les facteurs socio-économiques et environnementaux ont une plus grande incidence sur la santé des populations que les soins ou traitements actifs. Le gouvernement, c'est la dépense la plus élevée pour tous les gouvernements, même si on sait si ce qui rendrait les gens plus en santé, c'est un revenu plus élevé. Et si les gens ne sont pas traités de façon raciste où ils travaillent. Et en éducation, par exemple, les garderies pourraient être là. Alors, on aurait un meilleur investissement. Alors, on ne fait pas un bon travail, on alimente les soins de santé, puis on ne sait pas quoi faire. Et en Ontario, on avait un programme qu'on testait, peut-être que vous en avez eu un revenu minimum, et le gouvernement il a fermé cela, il a dit, bon, on ne croit pas ça. Eh bien, vous pouvez choisir de ne pas le faire, mais il faut écouter qu'est-ce que l'évidence. Non, on ne croit pas là-dedans, on n'a pas de site d'injection. Mais ça sauve des vies. Si c'est ce que vous voulez faire, très bien. Mais si vous ne voulez pas sauver des vies, alors c'est bien aussi. Mais c'est pas bien, mais c'est votre choix. Et les électeurs doivent le savoir. Mais c'est ça le résultat final. Il faut apporter l'évidence avec les idéologies vont pousser les décisions, mais il faut mettre les faits sur la table. En bout de ligne, le plus grand déterminant de la santé, c'est les politiques et le déterminant le plus important de la santé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information-là? Et on a besoin de soins palliatifs et des soins aux personnes vieillissantes, la gestion des maladies chroniques. Il y a un système qui est là et tout à fait différent. Comment est-ce qu'on s'occupe de cela? Alors, le problème, c'est ceci. Je l'ai dit auparavant qu'il y a des millions d'entre nous qui s'affairent à prodiguer des soins qui ne s'harmonisent pas aux besoins de la santé de la population en 2018. Alors, habituellement, tout le monde travaille, ils sont épuisés, fournissent des soins qui ne sont pas de pair avec la santé de la population. Et pour la première fois dans notre histoire, on a une génération qui travaille avec les résultats de la santé de la population et qui... Si on investit tout l'argent dans les soins de santé, le système de santé, les gens devraient être plus en santé. Donc ça, c'est un point fondamental sur lequel on opère. Mais certains de nos problèmes sont pires. Les taux de maladies chroniques augmentent. Et alors, si vous êtes décédé du sida dans les années 60, 50, 60, 70, mais... le diabète, par exemple, c'est un problème. Regardez au problème avec la dépendance. La santé mentale comme problème, c'est très, très difficile comme problème à s'occuper. Et on concentre sur les guérisons et les centres, les départements d'urgence. Donc, on a un défi à relever. Je dis ceci, pour faire passer les systèmes de santé... mais comment est-ce qu'on nous force à arrêter les mauvaises choses, les mauvaises procédures? Qu'est-ce qu'on devrait arrêter de faire? Et non pas simplement de continuer, d'identifier cela. Et comme je l'ai dit plus tôt, on a tendance à retourner aux vieilles formules. Normalement, heureusement, il y a nous, depuis 20 ans au moins, on est les seuls au Canada, que les infirmières sont les plus... en qui on a le plus confiance dans tous les professionnels de la santé. Je dirais que vous ne pourriez pas avoir une meilleure ressource pour toute profession. Quel groupe de personnes dans la société
ou avec qui on voudrait dire « j'ai confiance en toi beaucoup plus que n'importe qui d'autre ». Ça, c'est un grand privilège. Les gens nous donnent leurs enfants. Alors, soigne mon enfant, je vais aller dormir. Occupe-toi de mon époux, mon conjoint ou ma mère. Alors, on vous donne ça. Alors, dans n'importe quel corridor dans ce pays, bon, vous êtes une infirmière, qu'est-ce que c'est ces choses-là? Peux-tu regarder à cela? Alors, qu'est-ce que c'est? Oui. Mais tout le monde veut votre opinion sur les choses. Est-ce que je devrais aller à l'urgence avec ceci? J'ai fait enlever une dent de sagesse l'autre jour et je ne pouvais pas concentrer parce que les systèmes dentaires voulaient toutes sortes sur ce qu'il y a sur tes mains. Mais l'infirmière saura, mais le dentiste n'avait aucune idée. Mais les infirmières, elles sont censées vous parler à savoir si c'est de l'arthrite rhumatismale ou c'est une allergie à quelque chose dans votre jardin. Mais vous allez pouvoir m'aider pour régler un problème de santé. C'est une grande ressource que sont les soins infirmiers. Lorsque vous êtes dans la place numéro 1, il n'y a seulement qu'une direction à aller. Et nous devons être très prudents quant aux ressources, comment nous dépensons nos ressources. Et les choses que je vois avec les luttes organisationnelles, il y a une catégorie d'infirmières, l'autre réglementée, non réglementée, associations professionnelles et syndicats. La plus grande inquiétude qu'on a en Ontario, c'est qu'une infirmière s'est confessée d'avoir tué plusieurs personnes. C'est dans les journaux, ce sont les nouvelles courantes, c'est partout. Et elle a donné beaucoup d'indices. J'ai donné plusieurs. Voici 11 choses que vous auriez pu faire pour m'arrêter. Le public commence à dire, est-ce que les Canadiens, est-ce qu'il y a toute une armée là, de ces genres de personnes-là? Lorsqu'on me demande d'en parler, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Les systèmes ne sont pas créés pour chercher des criminels. Ils sont là pour trouver des erreurs. Alors, on cherche une double dose de médicamentation ou médicaments oubliés, des choses comme ça. Mais enfin, tout ce que ça prend, c'est une infirmière qui tue des patients dans les nouvelles. Ça fait des manchettes. Et alors, il faut arrêter ça assez rapidement. J'ai des inquiétudes lorsque j'ai entendu certains commentaires faits à l'enquête. Eh bien non, on suivait cette politique ou cette politique-là ou celle-ci, et on le referait ou le referiez. Eh bien, pourquoi vous dites ça? Peut-être qu'on devrait dire, en rétrospective, ce que je savais dans le temps, je l'ai fait, peut-être qu'on a besoin de repasser ça ou réviser cela parce que le public surveille et est inquiétant. Les infirmières sont toute une force. C'est quelque chose que Maureen McTeer a fait. C'était une avocate, grande défenseuse des infirmières, et elle était aussi la femme du premier ministre Clark. Les infirmières représentent une puissante force de changement. Alors, avec un libellé commun, travailler ensemble, étroitement, mais dans 13 juridictions, 4 catégories, les infirmières praticiennes, infirmières immatriculées et 46 spécialités, 135 organisations juste dans les soins curatifs. Alors ça, c'est l'historique des infirmières à travers le pays et ça aiderait probablement si on avait un point de concentration. On n'a pas besoin de tous parler les mêmes mots, mais Paula, où est Paula? Bon, elle se cache. Probablement qu'elle rit de moi en arrière en faisant la danse interprétative pendant que je donne mes opinions et différents points de vue, mais on travaille envers les mêmes objectifs. Et je sais qu'elle va en parler à nouveau plus tard. Le résultat, c'est qu'on entendait Stephen Lewis qui a dit qu'on n'a pas le genre de portée qu'on aurait dû donner à notre éducation, les nouveaux de confiance, les meilleurs éduqués comme infirmières dans l'histoire du pays, et une éducation commune
Il y a un baccalauréat pour les infirmières à travers des examens communs, des pratiques d'entrée à la profession, des normes communes, des codes de déontologie communs. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas? Qu'est-ce que c'est? Et il pose toujours et lance un défi aux infirmières de contrôler cela afin de garder nos bonnes places à ces tables. C'est un petit rappel sur ce qu'on essaie d'atteindre. On veut que les gens aient une meilleure santé, une meilleure soin. Fondamentalement, on devrait avoir des meilleures valeurs pour le dollar et une meilleure pratique et dans le soin de santé. Parce qu'on fournit des bonnes expériences pour que les gens s'améliorent physiquement en santé. On est mis au défi pour donner les bons soins au bon endroit, au bon moment. Et à temps, on n'a pas encore un bon contrôle, on se chamaille à savoir qui devrait faire ceci ou cela. Mais lorsqu'on interviewe le public en 2005 pour l'étude 2020 ou vers 2020, ils nous ont dit à ce moment-là très clairement, lorsque j'arrive à la porte, peu importe la porte, une clinique, disons, ça me fait rien. Qui m'accueille? Ça pourrait être un chirurgien, une infirmière auxiliaire autorisée ou une infirmière immatriculée. Je suppose que vous avez eu le travail, vous êtes la bonne personne à m'accueillir. Ce que le public veut, c'est accès à des bons soins. Il ne s'inquiète pas des titres. Et on est ouvert à une plus grande portée des pratiques et l'élargissement des rôles, mais parfois on parle que c'était un gros problème. Pour le public, ça n'est pas un gros problème. On a beaucoup de bagages, mais le public en parle pas beaucoup en aussi longtemps qu'ils obtiennent les bons soins et les soins efficaces. Voici le message qu'on donne au gouvernement. La gestion des maladies chroniques, par exemple. Les modèles de soins dirigés par les infirmières sont aussi efficaces ou plus efficaces que les modèles aussi sécuritaires, sinon plus sécuritaires, et sont aussi satisfaisants ou plus satisfaisants pour les patients et sont offerts pour le même coût ou pour un coût moindre. Alors, ça ne coûte pas plus que les modèles traditionnels. Quels sont les modèles traditionnels? Un médecin. Voilà, il faut être honnête. Alors, dans un pays qui dit qu'il n'y a pas assez de médecins, le Nouveau-Brunswick a 20 000 gens, 20 000 personnes sans médecin de famille. Sur le registre, à travers le pays, parfois jusqu'à 2 millions d'identifiés qui n'ont pas accès à un fournisseur de soins primaires. Et on continue à dire les infirmières immatriculées, les équipes d'infirmières, pas seulement que des infirmières, mais les équipes d'infirmières peuvent faire cela. Et le public le demande aussi. On viendra à une clinique dirigée par des infirmières. Où est-ce qu'elle est? Où est cette clinique? Entre-temps, je vais attendre à l'urgence pendant 7 heures parce que j'ai pas de choix. Très souvent, on dit on va taquiner. Puisqu'il n'y a pas de Radio-Canada dans la salle, les infirmières qui passent à l'urgence, moi-même, on est fâché. Voilà, avec un mal de dos. Elle vient à l'urgence. Voilà, il a un mal de gorge. Il vient à l'urgence. Mais il vient à l'urgence pour attendre 7 heures, pas par plaisir. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Il y a quelques personnes qui ont une dépendance au service d'urgence, mais... Et il y en a qui n'ont pas d'autre choix. Et le public nous a répété ça à maintes et maintes reprises. Il faut créer ceci. Et là où il y a des infirmières praticiennes à travers le pays, les gens ont tendance à les aimer et les résultats sont fantastiques. Alors, les infirmières immatriculées qui pourront prescrire les premiers résultats depuis 10 ans au Royaume-Uni, ils sont fantastiques. Il n'y a pas de différence dans les tendances d'ordonnance. L'accès est amélioré, les patients sont satisfaits. Lorsque je suis allé à une clinique, je pensais que j'avais SARS à Londres. Je ne devrais pas faire les farces, mais j'avais une pneumonie. J'ai dû aller 2 fois à une clinique. Aucun médecin dans la clinique, aucun médecin affilié avec la clinique. 7 infirmières, 200 patients par jour, garantis de vous faire le triage dans 2 minutes et sortir en temps de 2 heures. Tout un excellent soin et les ordonnances et tout cela.
je l'ai dit, vous n'êtes pas comme une sous-adjacente à un hôpital. Non, on est une clinique et les gens viennent et vous êtes peut-être ici pour 2 heures, mais par opposition à 7 heures à l'urgence. Et c'était des excellents soins. Donc, on nous demande d'optimiser nos pratiques et bien, les médecins disent, bon, c'est les infirmières praticiennes qui veulent être médecins, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas à l'école de médecine? Alors, c'est dans tout le spectre que le public me disait, arrêtez-nous ça, donnez-moi les soins lorsque j'ai besoin des soins. Et donc, à mon avis, les compétences n'appartiennent à personne. Et on dit que les patients donnent leurs propres injections à domicile. Pourquoi ne pas permettre aux auxiliaires de le faire? Ma prédécesseur, qui était la PDG dans les premières 20 années, c'était la fin de tout cela, ça allait tout faire disparaître. Mais pensez-y, c'est tellement stupide. Alors l'histoire nous aide à comprendre. Les gens peuvent faire plusieurs choses. Et j'ai appris lorsque je suis allé après un événement majeur avec 2 PICC lines. Et parce que moi, je suis gros et avec... j'avais ça le Jackson 5 qui pendait devant moi et j'étais comme un paresseux, je vais mourir. Alors, moi, j'aurais soigné ça lorsque j'ai eu mon diplôme. Et tous les mondes qui m'ont soigné pendant 6 semaines, c'était des auxiliaires. Et j'ai eu de très bons soins. Et il faut se secouer la tête. Le système est différent, les besoins sont différents, les possibilités sont innombrables. La question de changement. J'ai entendu dire cela, Laurie, à quelques reprises, comment le changement nous entoure déjà. Je dois vérifier, je ne peux pas voir peut-être un autre 10 minutes. Ensuite, parce qu'on va dépasser mon temps et Sheila le sait. Alors, 15 ans passés, Tim Porto a fait Puerto Rico plutôt. Et un des défis qu'on a, la dissatisfaction avec nos pratiques, et je ne peux pas le faire, je ne peux pas compléter les choses que je veux faire, parce que la façon qu'on a été formé, on est distribué, c'est un modèle de soins qui n'a pas existé depuis longtemps. Il n'y a pas de résident où les gens viennent pour 5 jours pour avoir une chirurgie de dos, ou ma jeune sœur, lorsqu'elle est née, 7 jours, que ma mère a passé à l'hôpital. Alors, quel est le roulement maintenant? Alors, les approches dans nos pratiques et dans les établissements, en gérant les séjours à l'hôpital, je n'ai pas assez de temps avec les patients. Peut-être on devrait approcher les choses différemment. C'est une chose auquel il faut penser. Et ce modèle de pratique de soins infirmiers est vieillot et désuet. Et ma dernière question... lorsqu'on veut s'éloigner dans le volume, je ne veux pas offenser nos gestionnaires, mais alors tic, il faut, est-ce qu'elle a fait ses médicaments à temps? Est-ce que le pansement a été changé? Il n'y a pas de relation entre volume et valeur. Est-ce que vous faites avec le patient fait une différence? Les patients nous disent très souvent, vous avez entendu ça et ça a l'air vieillot, mais est-ce que l'infirmière a eu le temps de me parler? Elle me parlait comme patiente. Alors, on sait les affaires plus douces, les soins non terminés. Très souvent, c'est ce qui contribue aux réadmissions à l'hôpital. Les gens s'en vont chez eux, ne s'arrangent pas bien, ou ils font une chute parce qu'ils sont en douleur. C'est pas la faute de l'infirmière parce qu'elle fait ce qu'on lui dit de faire. Les infirmières font très bien ce qu'on leur demande de faire toutes ces choses-là. Mais si vous demandez aux patients, ce qui est important, c'est pas la même liste de ce que les gestionnaires mesurent. Si vous regardez ce qui est important, de l'Université de London à l'Université de l'Ouest de l'Ontario, il n'y a rien qu'on mesure dans tous les programmes de qualité et de sécurité. C'est les choses identifiées par les patients. C'est le contact des yeux ou visuel, les soins prodigués aux patients. Et alors, j'ai peut-être dépassé mon temps, alors continuons parce qu'on n'aurait jamais terminé.
Alors, je vais jouer ce clip. Peut-être que vous pourriez intéresser par Sœur Elizabeth Davidson. Elle a fait beaucoup de conférences dans le système de soins de santé. Elle est sœur de la Merci. Elle était PDG du premier système fusionné à Terre-Neuve. Et j'ai pensé que vous aimeriez son commentaire au sujet du changement. Now, all of this, we don't have time to develop this in any detail, but all of this talks about change. Alors, tout ceci parle de changement, des changements d'une intensité, une magnitude que personne n'a vu arriver aussi rapidement. L'interprète s'excuse, mais le son ne nous parvient pas à nos écouteurs directement et il est difficile de comprendre. If tomorrow morning I were to marry Robert Redford, which I had wanted to do since I was 16, that would be traumatic for me, not to say what it would be for him. So the intensity of change to the good, remember the night before your own wedding, remember the night before your first child was born, remember the night before you got the job that means everything to you, times of stress. Change to bad is obviously very hard. If you're burying your child, you've learned your father has cancer. Change to bad is really hard. And the hardest change for humans to deal with is change to the unknown, the uncertainty. And the time you and I are cursed or blessed to live in is a time of incredible uncertainty. Just look at what one event can do. We talk about 9/11. We don't say it's a day and a month and what the year was. It's a short, very short little phrase that tells us so much. We talk about SARS. We don't have to explain what it is. Everybody shudders when you think about SARS. We have learned that one small event, what appears to be one small event, has the potential now to change the whole earth. So in this time of change, what we know for sure is we're losing absolutes. We're losing the symbols. Remember when nurses wore with their hats and their white dresses? That used to happen in memory. Even nuns used to wear veils one time. We're losing the symbols that were symbols of stability. We're losing the structures that we were comfortable with. And as fast as we get comfortable with a new structure, it changes again. We're losing the relationships we could depend on, and we're losing the cultures that meant so much to us. And those losses are bringing with them incredible levels of emotion. Now, we have to trust, and I don't think... Sorry, colleagues, I'm... Bon, désolé, je vais écouter un petit peu, mais si jamais vous avez l'occasion d'écouter les présentations de Sœur Elizabeth, je vous encourage fortement à y participer parce que c'est vraiment une conférencière hors pair et vous apprendrez énormément de choses avec elle. Maintenant, pour résumer un petit peu les choses, je vais passer outre quelques-unes de mes diapositives parce qu'on y reviendra plus tard. Mais parmi nos inquiétudes, nos faiblesses, j'aimerais vous en parler brièvement. Bon, d'abord, on reçoit notre diplôme. Bon, on a toujours un diplôme généraliste dans un monde qui est très spécialisé. Il y a sauf en milieu rural, il y a très peu qui reste de l'ancien programme de certification et les gens faillissent à cet examen parce que ils ne peuvent pas réussir à la partie chirurgicale ou à une autre partie. Ça va pour une partie, ça va pour l'autre. On demande de diviser les deux. Mais même si cet examen est difficile pour les gens qui travaillent dans ce domaine, ça vous en dit long sur la façon avec laquelle la pratique a changé. Donc, on ne semble pas être intéressé vraiment à changer ce diplôme plutôt généraliste à un diplôme beaucoup plus spécialisé. Moi,
je travaille dans le domaine de la santé depuis 40 ans, mais j'ai reçu mon bac en sciences de la santé il y a 30 ans en Ontario et j'ai travaillé au Manitoba, mais jamais on m'a demandé en 35 ans, pas une seule fois, de me demander si vous avez appris quelque chose, faire la preuve que j'ai suivi un cours. Non, rien. Je suis censée réfléchir à ma pratique, ma façon de faire, au cas où je faisais l'objet d'une vérification. Les gens devraient poser des questions. C'est vraiment une inquiétude. Donc, on demande aux médecins de se recertifier à chaque année. Il faut faire la preuve qu'on a lu X nombre d'articles, qu'on a suivi X nombre de cours, peu importe les critères. Il va falloir voir peut-être qu'est-ce qu'on doit faire pour les infirmières. Est-ce qu'on a besoin d'un internat? Est-ce qu'on a besoin d'une période de transition pour se diriger vers ces unités spécialisées et peut-être à un moment donné arriver à l'obligation d'avoir une certification pour une spécialité. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je pose simplement la question. On n'est pas tellement bon dans l'articulation de nos valeurs parce qu'on peut dire, bon, voici ce que je fais dans la journée, je fais X montant d'argent et voici ma contribution, voici les résultats et voici ce que ça coûte. Et souvent, on nous perçoit comme étant les éléments les plus coûteux de l'industrie, du domaine. Et puis, ça peut sembler facile de réduire 10 des effectifs, alors ça veut dire 400 000 $ de moins. Mais même dans une unité, si on vous enlève un membre du personnel, une infirmière, ça paraît beaucoup. Mais si on dit non, voici la révision systémique. Si vous voulez choisir de faire travailler les infirmières jusqu'à ce qu'elles n'en peuvent plus, mais sachez quelles sont les conséquences. On sait qu'aux États-Unis, par exemple, il y a cette étude de Boston. Je ne sais pas qu'est-ce que les infirmières font là-bas, mais ça fait partie de l'étude. Chaque dollar investi retourne en productivité 2,25 $. Ça veut dire moins de déplacements pour les familles qui doivent se rendre dans un cabinet de médecin, tout ça. Vous savez, peut-être qu'on peut se dire que les infirmières, en fait, ils peuvent faire des interventions très simples qui préviennent des conséquences beaucoup plus graves. Et règle générale, en productivité, ça représente 65 000 $ pour la société. Il faut que les gens comprennent ça. Si on enlève 50 infirmières de l'hôpital général Moncton, par exemple, bon, on peut le faire, oui, mais sachez quelles seront les conséquences, cependant. Et on n'en parle pas bien de cette chose-là. Et ce qui m'inquiète aussi, les infirmières sont fatiguées, épuisées. Et la plupart des infirmières sont des femmes. Et dans notre société, la femme a encore la charge de prodiguer des soins, même d'avoir plein de choses à faire une fois le travail terminé. Souvent, elles ont des enfants à cette époque-là. Et puis, il manque de temps pour appuyer vos professions, vos associations professionnelles et tout ça. Donc, ce n'est pas une décision facile. Vince Lombardi, un coach de football, disait la fatigue fait de nous des gens de peu de courage, des lâches. Mais bon, aujourd'hui, on ne peut pas... il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Bon, si vous avez fait X nombre de choses au cours des 30 dernières heures, bon, après mon travail d'hier, j'avais 2 autres courriels à lire. Je ne pouvais pas du tout le faire. On est trop fatigué. Et on ne veut pas avoir l'impression que les infirmières doivent constamment se retirer parce qu'elles sont fatiguées. Bon, il me reste 5 minutes. Bon, j'aimerais vous parler de quelques opportunités, des occasions qui se présentent à nous. Bon, d'abord, il existe des lacunes, des écarts importants dans le système de soins de santé qu'on pourrait combler. Souvent, on entend, on parle de pénurie d'infirmières dans les soins de longue durée, tout ça. Mais quand les hôpitaux ont commencé à exister, et c'est aux alentours de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'avant ça, les gens avaient les soins à la maison. Ce sont seulement les pauvres qui se rendaient dans les hospices ou
dans des hôpitaux, mais pas les hôpitaux tels qu'on les entend aujourd'hui. Et puis, bon, avec l'arrivée des hôpitaux, ça voulait dire meilleur salaire et tout ça, mais souvent, on se dit maintenant, on veut plus de soins de longue durée, plus de soins à domicile. Je dis aux groupes infirmiers, où sont ces infirmières là, qui diront laissez-moi les travailler dans les foyers de soins ou encore en neurochirurgie ou en santé mentale. Si on veut vraiment dire, écoutez, on peut mettre sur pied le meilleur système de soins de longue durée au monde et on peut le faire à partir des infirmières. Mais il faut que le salaire soit là, il faut que les médecins soient là aussi, il faut que le financement soit là. En Ontario, le nouveau premier ministre a dit, et ça faisait partie de sa campagne électorale, il a dit on aura 15 000 lits de soins de longue durée de plus. Oui, mais qui va s'occuper de ces 150 000 lits? Les soins des 30 prochaines années tombent sous la catégorie de soins que les infirmières peuvent prodiguer maintenant. On a parlé de déshospitalisation et ça pourrait peut-être nous rapprocher de nos racines. Il faut songer sérieusement à la technologie aussi, comment on l'utilise et comment on ne l'utilise pas assez. On n'utilise pas tous cette technologie. Il y a plein de règles, à savoir qui, quand, quoi, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on demande aux gens de tous âges, et surtout aux jeunes qui finissent leurs études, d'entrer à l'hôpital et puis de laisser de côté tous ces instruments, ces dispositifs qu'ils ont, puis laisser ça à la porte, puis retourner à l'ancienne façon de faire les choses. Selon mon médecin, c'est une victoire qu'ils peuvent maintenant envoyer par fax leur ordonnance au Shoppers Drug Mart. Et je dis, bien, pourquoi par fax? En tout cas, il y a plein de technologies dont on pourrait profiter. On sait, on utilise des téléphones, les gens peuvent prendre leur propre tension artérielle maintenant. Et puis pourtant, bon, on pourrait aller pousser ça plus loin, mais on ne le fait pas. Il y a des technologies qui pourraient être très utiles dans une main-d'œuvre vieillissante. Ça, c'est Essimo, le robot. Il y en a plein un peu partout. C'est dispendieux, mais on dit que les infirmières changent de position 27 fois à chaque 50 minutes. Alors, pourquoi est-ce que vous n'aurez pas un robot qui irait chercher les choses? C'est bien, hein? Vous savez, ils peuvent monter les marches, amener des chariots, ils peuvent aller chercher les produits sanguins, tout ça. Bon. Bon, est-ce que je vais vous montrer la vidéo tout de suite? Oui? Je voudrais terminer avec cet avant-dernier message. C'est un médecin qui a dit ça. Je pense que c'est de rendre un mauvais service aux gens c'est dans la façon de recruter. Si on recrutait des gens dans une profession qu'on appelait le soin du vieillissement, le soin des personnes âgées, parce que les personnes dont on s'occupe sont des soins de personnes, sont des personnes âgées. Ben ça, on n'y pense pas. Je ne critique pas nos éducateurs, nos formateurs. Je parle de cette approche générale. Bon, on est en deuxième année, troisième année du programme, et puis il y a des choses qui s'insèrent dans notre programme d'études et tout ça. Et bien, dans notre carrière, on ne verra peut-être pas d'enfants, à moins qu'on travaille à l'urgence. Combien d'entre nous avons été appelés à un accouchement? Pourtant, on a passé 6 à 12 semaines à étudier l'accouchement, les procédures, tout ça. Mais la plupart d'entre nous n'allons pas travailler en salle d'accouchement. Pourquoi on ne dirait pas plutôt qu'il s'agit de soigner des personnes âgées, puis de temps à autre, on aura soigné des gens plus jeunes?
Eh bien, si vous vous rendez compte qu'à l'unité des soins intensifs, la plupart des gens sont vieux, eh bien, c'est parce que, justement, c'est lorsqu'on est vieux qu'on a ces maladies graves. J'ai choisi cette image. C'est une image qui ne se rapproche pas vraiment des personnes âgées ou des soins aux personnes âgées. On parle plutôt de ce qui nous attire, l'action, les équipements, les 14 pompes dont on doit s'occuper. On vous demande de réfléchir à plusieurs points, plusieurs sujets, et j'aimerais vous laisser avec quelques mots d'encouragement. J'espère que je n'ai pas empiété trop sur vos 10 minutes, et puis après, on aura la pause. Maybe the hardest part is if you teach, you have to live your teaching. You can't say you do not as I do, but do as I say. L'interprète regrette, mais on n'a pas le son directement en cabine, alors c'est impossible de traduire ce vidéo. I have a painting by Phoebe of a group she calls Sister Suki's Funeral. And all the women, there are about 9 women, and they all look like women in my grandmother's prayer meeting group. So whenever I'm obliged to do something, I take that painting and I look at that painting. There's an empty chair. And I think, now what would Grandma do? What would she say? I can almost hear her voice say, now, sister, you know what's right. Just do right. You don't really have to ask anybody. The truth is, right may not be expedient. It may not be profitable, but it will satisfy your soul. It brings you the kind of protection that bodyguards can't give you. Try to be all you can be, to be the best human being you can be. Try to be that in your church, in your temple. Try to be that in your classroom. Do it because it is right to do. You see, people will know you. And they will add their prayers to your life. They'll wish you well. I think if your name is mentioned and people say, oh, hell, oh, damn, I think you're doing something wrong. But if your name is mentioned and people say, oh, she's so sweet. He's so nice. Oh, I love. Oh, God bless her. There you are. So try to live your life in a way that you will not regret years of useless virtue and inertia and timidity. Take up the battle. Take it up. It's yours. This is your life. This is your world. I'll be leading it long before you under the ordinary set of circumstances. You make your own choices. You can decide life isn't worth living. That would be the worst thing you can do. How do you know? So far. Try it. See. So pick it up. Pick up the battle and make it a better world. Just where you are. Yes. And it can be better. And it must be better. But it is up to us. So as you, Alors, comme vous allez entamer votre discussion, j'espère que vous serez encouragé par ces luttes, que vous allez choisir de mener. Et ça me fera plaisir de répondre à vos questions et je vous remercie d'être là ce matin. Merci, Michael, de nous avoir donné beaucoup de matière à réflexion et nous avoir amené à voir les choses peut-être différemment. Jennifer aimerait prendre une photo du groupe. Alors, on vous demande de porter vos lunettes soleil, là. Elle va prendre une photo de ce côté-là et puis ensuite de l'autre côté pour qu'on puisse afficher cette photo, justement.